Alors, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette nouvelle session des 12-15 de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Monsieur Schneider et Monsieur Müller qui vont nous parler de sobriété énergétique. On n'a pas choisi ce thème par hasard parce que c'est un thème qui est très important pour nous et c'est notamment un axe très important de nos objectifs stratégiques. Donc voilà pourquoi on thématise ça aujourd'hui. Alors, je vais juste passer. Hop. Donc, je vous rappelle juste, aujourd'hui, on a deux présentations de 15 minutes. Et puis, pour ceux qui connaissent, on garde les questions à la fin. On aura 15 minutes pour les questions-réponses. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a aussi une installation de captation vidéo un peu professionnelle. C'est pour ça que je parle dans un micro. Donc, pour les questions, je précise qu'on va faire passer le micro. Comme ça, on pourra bien enregistrer vos questions et les réponses. Et puis voilà, je ne vais pas rallonger trop mon introduction. Et puis, Monsieur Schneider, du coup, je vous laisse la parole. Trop bien, merci beaucoup. Bonjour, je suis très heureux de voir que le sujet vous a intrigué, ou en tout cas qu'il y a plein de gens qui peuvent potentiellement être intrigués par le sujet. Je vais vous dire deux mots d'où je viens. En fait, je suis journaliste, j'ai travaillé à la RTS, je travaille à la RTS, mais j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Nuprod avec Marc Müller qui est dans la salle. Et récemment, Nuprod est devenu Hourframe. Le pitch de ce qu'on fait chez Hourframe, c'est qu'on fait du contenu qui contribue à la société. On mesure comment une vidéo, un podcast, un film contribue à la société. Et ça, on le fait avec une équipe plurielle qui est des journalistes, des réalisateurs, etc., mais aussi des chercheurs appliqués en sciences sociales et psychologie sociale, parce qu'on va aller mesurer précisément comment un contenu peut changer la perception d'un public ou changer les comportements de ce public. Et en fait, là-dedans, on fait un peu au quotidien un état de l'art scientifique de la psychologie sociale sur les thématiques qui vous intéressent, notamment la sobriété. En gros, qu'est-ce qui permet d'emmener les gens vers un comportement plus sobre? Qu'est-ce qui ne permet pas d'emmener les gens vers un comportement plus sobre? Et nous, en l'occurrence, on a choisi d'utiliser l'outil journalistique. Donc, on ne fait pas de la manipulation ou de la propagande, c'est-à-dire qu'on a décidé, nous, de se mettre cette contrainte, entre guillemets, de l'outil journalistique. Mais la psychologie sociale peut s'appliquer pour toutes sortes de scopes, notamment le scope commercial ou notamment le conseil des clients. Et ce que nous, on pense, c'est qu'en fait, l'investissement qu'on met en temps de travail de nos chercheurs, il faut qu'on puisse aussi le rentabiliser aux yeux de la société en démocratisant ces outils de psychologie sociale. Donc moi, je suis très content d'être là et de vous dire un peu ce que nous, on voit, ce qu'on expérimente et ce qu'on découvre, parce que je pense que ces outils-là, ils doivent être très largement partagés. Donc, en deux mots, et après j'arrête de parler de moi, on a un aspect framed impact, c'est-à-dire qu'en gros, quand on a fait ces recherches en psychologie sociale ou ces recherches appliquées, ensuite on produit concrètement du contenu. Ça peut être toutes sortes de type de contenu. Ensuite, on fait des expériences, par exemple dans des salles comme ça, avec des publics à qui on présente des contenus et puis en double aveugle ou en pré-post, on étudie quel est l'impact de ces contenus. Et puis, on accompagne tout un écosystème, notamment les bailleurs de fonds, la Confédération, les cantons, les grandes fondations philanthropiques, en leur expliquant un peu mieux quel genre de projet ils peuvent soutenir pour avoir de l'impact et quel genre de projet on leur déconseille de soutenir parce qu'il n'aura pas l'impact qu'on aimerait avoir. Donc la question qu'on se pose là, c'est encore plus précis que ce que je vous dis, c'est en gros la question du comportement sobre. En fait, comment est-ce qu'on peut, et que dit la recherche en psychologie sociale et globalement en sciences sociales, sur ce comportement sobre et ce changement de comportement qu'on appelle aussi pro-environnemental. Là-dedans, nous, on a mandaté une grosse étude à l'Université de Genève il y a 3 ans avec des chercheurs qui ont bossé sur plusieurs années, qui ont fait une méta-review de, en général, je mets le chiffre, mais 30 000 études ou 25 000 études dans le monde entier de psychologie sociale qui répondent toutes à une partie de cette question de comment est-ce qu'on rend les gens écolo, comment est-ce qu'on induit des comportements pro-environnementaux. Et ce qu'ils ont découvert, je vous le vulgarise en une slide parce qu'après j'aimerais rentrer dans d'autres exemples, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on peut soit décider d'éduquer les consommateurs ou les citoyens, soit décider de leur donner le pouvoir et de leur donner un sentiment de pouvoir, c'est le fameux « empower » qui se traduit très mal en anglais. On peut les engager, c'est l'idée politique ou l'idée idéologique de leur dire « ça c'est le camp du bien, c'est comme ça qu'il faut faire », etc. Ou on peut les motiver, et là il a mis, c'est une blague de chercheur, e-motivate, donc en gros motiver en général il y a de l'émotion.
Voilà, et donc en gros, on peut jouer sur les émotions pour les motiver. Et ils se sont rendus compte que quand on faisait les choses indépendamment, dans les 22 000 études et donc dans des millions de personnes testées à travers ces 22 000 études, ils se sont rendus compte que quand on faisait en fait ça individuellement, ça ne marchait pas. Dans certains cas, c'était pire que pas marcher, ça produisait l'effet contraire. Et ils se sont rendus compte que dans toutes les études qui faisaient ces 4 choses simultanément sur le même public, ça fonctionnait et il y avait un changement de comportement pro-environnemental. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent « il ne faut pas faire ceci, il faut plutôt faire comme ça, il ne faudrait pas utiliser ce levier, plutôt ce levier », ce que dit la recherche en psychologie sociale, c'est en fait les deux ont raison, mais il faut arrêter de les opposer puis réfléchir comment est-ce qu'on peut faire la même chose en même temps sur le même public. Une question que moi je me pose depuis le début que je travaille là-dedans, donc 2017 avec Marc, donc en gros depuis le début qu'on fait des projets en lien avec la durabilité et les médias, il y a est-ce qu'il faut faire peur aux gens? Est-ce que ça marche de faire peur? Et puis là-dedans, la réponse elle est intéressante parce qu'elle est pondérée. Déjà, on remarque que si maintenant je vous fais peur pour évacuer cette salle, ça va faire évacuer cette salle. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous dis « il y a un début d'incendie là, il faut que vous vous barriez, maintenant c'est dangereux, etc. », vous allez évacuer cette salle. C'est donc que la peur peut bien susciter un changement de comportement. Mais si je fais ça, et surtout si je vous fais très peur pour vous faire partir très vite, vous aurez un échantillon de la salle qui ne va pas quitter la salle, qui va en fait paniquer, qui va ressentir de l'anxiété. Et sur cet échantillon de la salle, là, la science est formelle, si je fais un peu plus peur, il y a moins de chances qu'il quitte la salle. Donc en gros, si j'ai fait peur, ça peut fonctionner, mais sur l'échantillon qui n'a pas agi après la peur, si je continue de faire peur, là, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, je n'arriverai jamais à les faire évacuer, parce qu'au final, pour caricaturer, ils vont s'évanouir et puis je ne pourrai plus rien obtenir d'eux. Donc oui, la peur peut fonctionner, surtout sur une partie du public, qui est quand même un public majoritaire, mais sur le public sur lequel la peur n'a pas fonctionné, il faut arrêter d'utiliser la peur. Une autre question, est-ce qu'en gros, si maintenant je vous parle pendant 12 heures non-stop dans cette salle de réchauffement climatique et des solutions liées à la durabilité, est-ce que vous serez plus écolo que si je vous parle pendant 45 minutes? Eh bien, la réponse, c'est non. C'est en gros, oui, la science arrive à démontrer que quand on donne des informations, et certains types d'informations, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a certains types d'informations qu'on donne qui fonctionnent mieux, alors oui, on peut induire un changement de comportement. Mais un peu comme la peur, c'est une courbe qui stagne très très vite. Et c'est une courbe qui stagne, et puis là, il y a un effet que les scientifiques appellent boomerang ou backfire, c'est qu'en gros, si je vous ai donné des informations et que vous n'avez pas adopté le comportement et que je continue de vous donner des informations, là, il y a un danger, c'est que vous allez voir mon attitude comme négative ou harcelante ou un peu autoritaire. Et puis là, vous allez sentir que vous perdez un peu de votre liberté. Par exemple, ma conférence, elle est tellement longue et vous êtes obligé d'y assister et ça devient une souffrance de perdre votre liberté, de devoir assister à ma conférence alors que vous avez déjà décidé de ne pas faire le comportement. Et là, vous allez devoir, votre cerveau va devoir mettre en place des mécanismes de défense parce que c'est désagréable de perdre cette liberté. Et ce mécanisme de défense, ça va être du déni, de la réactance et c'est là que vous allez trouver, par exemple, le climato-scepticisme. Donc, plus d'informations, ça ne permet pas toujours de changer des comportements, mais plus d'informations à l'infini, ça permet toujours de créer du climato-scepticisme. Et ça, c'est intéressant à intégrer. Vous avez sûrement entendu parler des nudges. Ce que nous, on fait, c'est un peu le contraire du nudge. C'est-à-dire qu'on fait des contenus qui, quand vous arrêtez de les consommer, ont toujours un effet. Et le nudge, par définition, c'est une architecture d'une salle ou d'un choix qu'on vous donne qui vous piège, entre guillemets, sur le moment. Un bon exemple, à l'EPFL, ils ont décidé que les menus végétariens, il y avait plus de personnes qui les servaient que les menus carnés. Ça a quoi comme effet? C'est qu'il y a moins de fils sur les menus végétariens. Donc si vous êtes pressé, il y a 2 fils, je vais là où c'est plus simple et puis je mange végétarien. Et puis après, on se demande, est-ce que ça a rendu les gens végétariens? Non. Dès le moment qu'ils sont plus exposés à ces 2 fils, paf, je vais rebouffer le hot dog. Donc le nudge est intéressant pour une partie des choix, sur une partie des enjeux, mais c'est de loin pas la solution à tout parce que vous n'avez pas changé au final la personne et c'est impossible de nudger tout le monde tout le temps. Les normes sociales.
les normes sociales, c'est ce que vous pensez que les autres font ou ce que vous pensez que les autres pensent qu'il faut faire. Et sur les normes sociales, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une distance énorme entre ce que les gens pensent et ce que les gens pensent que les gens pensent. Il y a une série d'études américaines toutes récentes qui sont hyper intéressantes là-dessus sur le progressisme. Vous allez demander à une partie de la population s'ils sont globalement en faveur du climat. Cette partie de la population va vous dire, dans sa très grande majorité, oui, surtout si la question est posée de manière aussi ouverte. Et après, vous demandez à cette population, donc là c'était, sauf erreur, 85% qui répondaient « oui, je suis globalement en faveur du climat ». Et après, vous demandez à cette même population, à votre avis, c'est quel pourcentage des gens qui sont pour? Et là, c'était toujours la minorité. Donc quand vous exposez une idée progressiste, les gens se sentent toujours seuls, ils pensent toujours que la norme sociale n'est pas en leur faveur, alors qu'en fait, la norme sociale est en leur faveur. Et on sait, en psychologie sociale, que la norme sociale, c'est un point hyper important pour passer de ce qu'on appelle l'intention à ce qu'on appelle le comportement. C'est-à-dire, vous voulez globalement vivre dans un monde plus écolo, mais vous continuez de prendre votre voiture. Il y a une distance entre l'intention et le comportement. Et la norme sociale, là, est très importante. Il me reste quelques minutes, j'ai un rythme assez élevé, je suis désolé, mais voilà, on avait 15 minutes et je voulais vous partager différentes choses. Est-ce que le petit geste écolo vous amène vers un train de vie écolo? Est-ce qu'il y a un spillover effect, comme ils disent en psychologie sociale, c'est-à-dire en gros, est-ce que le geste vert amène d'autres gestes verts? Et donc là, c'est hyper intéressant parce que, globalement, ils ne découvrent pas un effet de contagion entre deux gestes écolos. Donc, ce n'est pas parce que vous faites ceci d'écolo, que vous triez vos déchets, que vous prenez les transports publics. Par contre, ils découvrent des fois des effets inverses. C'est ce qu'on appelle la licence morale. C'est-à-dire, en gros, vous faites un petit geste, et ce petit geste-là, il vous réconforte tellement, il vous warm glow, comme on dit en sciences sociales. C'est-à-dire, en gros, vous êtes tellement fier de ce truc et ça vous a fait tellement du bien à votre ego qu'au final, vous prenez l'avion pour aller à Barcelone faire vos courses. Mais vous pouvez bien parce que vous triez vos déchets nickel, quoi. Le yogourt, vous enlevez le truc, le machin, etc. Et ça... Et donc, cet effet-là, il est constaté sur l'ensemble de la société, y compris sur les gens les plus éduqués, les plus concernés, les plus militants. Vous allez trouver des problématiques de licence morale. Et ça vient avec une responsabilité, notamment des pouvoirs publics, notamment des grandes entreprises, sur les ordres de grandeur. C'est-à-dire, oui, vous pouvez effectivement dire aux gens que ça c'est juste et ça c'est faux, mais il faut toujours leur rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand, que ça c'est le facteur le plus polluant de la société ou le moins polluant de la société. Parce que si les gens ne maîtrisent pas ces ordres de grandeur, alors là notre cerveau nous piège dans tous les sens et on est fier de trucs qui servent à rien, on a honte de trucs qui causent pas de problème et ça devient un chenil pas possible dans le cerveau des gens et du coup c'est très difficile de les amener vers des comportements vertueux. La question des promesses. J'ai participé plusieurs fois à des activités organisées par exemple par WWF ou par Greenpeace, qui à la fin vous encourage à faire une promesse, à dire vous vous engagez à quoi? Et en fait, malheureusement, en psychologie sociale, ces promesses, on se rend compte qu'elles sont très peu efficaces. C'est-à-dire qu'en gros, si maintenant je vous dis que c'est très important de ne pas prendre votre voiture et que je demande aux gens de lever la main en disant « Qui s'engage l'année prochaine à ne pas prendre la voiture? Vous levez la main, etc. » Est-ce que vraiment ça va induire quelque chose? Non, en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Mais ils ont trouvé plus efficace que la promesse, c'est ce qu'ils appellent la promesse conditionnelle ou le « si alors ». C'est-à-dire, en gros, vous dites « Ah, vous ne pouvez pas prendre les transports publics parce que vous mettez plus d'1 heure pour aller au bureau. » Donc, si les trajets en transport public s'arrangent et ça fait moins de 40 minutes, alors je viendrai en transport public au bureau. Et cette fameuse formulation « si, alors », elle est extrêmement vertueuse parce qu'elle évite les biais psychologiques. Elle crée en gros un réflexe. Vous allez reconnaître « Ah zut, le bus c'est 40 minutes. Ah si 40 minutes, alors je vais en bus. »
Et ça, sur l'ensemble des comportements pro-environnementaux, le si alors est extrêmement efficace. Et en fait, il ne faudrait pas demander aux gens de promettre ou de s'engager, il faudrait demander aux gens des conditions de déclenchement de telle ou telle action. Est-ce que ça vaut la peine de rappeler les trucs aux gens? Ben en fait, oui. Les petits rappels tout le temps, ça fonctionne. Même si vous le saviez, ça fonctionne. Ceux qui le savent le mieux, c'est l'aéronautique. En sécurité, on vous répète toujours le même truc dans tous les avions. Vous avez pris les avions, on vous répète les mêmes machins. C'est écrit les mêmes trucs. C'est écrit « ne pas fumer » sur la porte des toilettes. C'est écrit « le gilet de sauvetage est dessous », alors qu'on sait très bien que le gilet de sauvetage est dessous. Oui, mais ils ont la science de leur côté. Même si vous savez que le gilet de sauvetage est dessous, ça vaut la peine d'écrire que le gilet de sauvetage est dessous, parce qu'au moment où vous allez paniquer, le fait qu'on vous les rappelle, ben en fait, ça va fonctionner. Les hôtels qui vous inscrivent « prenez soin de l'eau dans notre hôtel » ou ça fonctionne extrêmement bien. Et ça a été étudié et ça fonctionne. Donc en gros, mettre dans notre environnement des rappels constants de toutes ces choses, ça fonctionne. Je vous passe ça parce que je vous l'ai dit avec les normes sociales. Là, il y a la question de la friction ou la motivation. En gros, est-ce qu'il faut vous donner plus d'énergie pour passer les obstacles ou est-ce qu'il faut que les obstacles soient plus petits? Est-ce qu'il faut faciliter le formulaire ou est-ce qu'il faut encourager les gens à faire ce formulaire qui est pénible? Est-ce qu'il faut travailler sur diminuer les frictions ou travailler sur augmenter la motivation? Et en fait, là-dessus, on se rend compte que si on travaille que sur diminuer les frictions, c'est peut-être intuitif, mais vous n'avez jamais aucun spillover effect. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez, si vous avez décidé de diminuer les frictions d'un comportement pro-environnemental, vous allez favoriser ce comportement pro-environnemental, mais vous allez devoir faire ça sur tous les comportements pro-environnementaux tout le temps parce que vous n'aurez pas créé un engagement ou une motivation chez quelqu'un. Et donc, en gros, ce que dit la psychologie sociale, c'est vous avez bien meilleur temps de travailler sur la motivation que sur les frictions. Il ne faut pas simplifier, ou en tout cas jamais seulement simplifier, il faut travailler au cœur sur la motivation. Et maintenant, cette question qui est au cœur de ce que vous vous posez peut-être avec le titre de la conférence, c'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on rend les gens plus sobres? Alors, il y a une étude qui a été réalisée et qui est publiée en 2025, donc qui est toute récente, qui est une méta-analyse, donc pareil, qui regroupe des milliers d'études, et qui se pose cette question. Si vous êtes dans un village et que vous avez plein de familles qui vivent dans différentes maisons, différents immeubles, etc., comment je vais pouvoir prédire avec le plus de certitude quelle famille va adopter un comportement plus sobre? Est-ce que c'est en fonction du revenu de la personne? Est-ce qu'en fonction de l'éducation de la personne? Est-ce en fonction de l'âge de la personne? Est-ce qu'en fonction des idées politiques de la personne? Et ils ont testé comme ça une dizaine d'indicateurs différents. Et l'indicateur le plus solide, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Pas le revenu, pas l'éducation. C'est-à-dire, si les gens, et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est deux choses en psychologie sociale. C'est « je me sens capable de », donc oui, moi je suis à la hauteur de ça, je peux faire ça. Et l'autre chose, c'est la solution qu'on me propose, elle a une efficacité de réponse, c'est-à-dire, elle est efficace pour résoudre le problème. Et ça, travailler là-dessus, c'est donc ce que nous dit la psychologie sociale, c'est le meilleur moyen d'enclencher la sobriété énergétique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on montre aux gens qui sont capables de faire ceci ou cela, et comment est-ce qu'on leur montre parallèlement que ceci ou cela, c'est capable de contribuer à quelque chose de très important et de très grand. Là, on en revient, aux ordres de grandeur. Si les ordres de grandeur ne sont pas maîtrisés, vous ne pouvez pas avoir de sentiment d'efficacité parce que vous n'aurez jamais l'efficacité de réponse sur le bon truc. Donc, vous allez vous sentir très efficace sur un truc qui ne sert à rien ou pas du tout efficace sur un truc qui est très important. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose, on en revient à la motivation, c'est-à-dire en gros dire, ben oui, vous êtes capable. Et pour dire vous êtes capable, c'est toujours en tant qu'individu, c'est toujours avec vos particularités, c'est toujours dans votre groupe social. Et donc en gros, il va falloir faire plein de messages différents, avec plein d'exemples différents, pour que les gens se sentent capables personnellement d'enclencher une transition vers la sobriété. C'est fini pour le moment et je suis curieux d'entendre vos réactions et vos questions après. À toi de jouer, Marc. Merci.
Merci beaucoup. Je vais aller vite sur mon introduction pour essayer de rattraper un petit peu de temps. J'ai eu le plaisir de travailler avec Jonas sur ces questions pendant plusieurs années et puis de les amener dans cette entreprise Impact Living. J'ai fondé il y a 10 ans. On est un bureau d'architecture et d'ingénierie et on accompagne justement nos clients à réaliser la transition dans l'espace construit en général dans l'immobilier. Et puis évidemment, si on veut faire de la transition, on a tendance à s'entourer d'équipes qui sont motivées par la transition. Et arrive ce moment où les équipes motivées par la transition tombent sur des clients qui, eux, ont en eux tout ce qui vient d'être expliqué. Et en général, ça clash et on est considéré comme militant, donc comme politisé. Donc, on va refuser nos prestations de services, même si elles peuvent être dans l'intérêt de la personne qu'on essaie de conseiller et d'accompagner. Donc, comment arriver à faire des guides relativement simples, très faciles à utiliser au quotidien pour nos équipes, pour éviter cet effet-là? C'est ce que je vais vous montrer. En premier lieu, on aime bien utiliser cette image, parler de la porte d'entrée. Chacune a une porte d'entrée pour pouvoir changer ses comportements. Effectivement, si on avait déjà tous des comportements vertueux, on aurait fini la transition, et ce n'est pas le cas. Donc, si on veut la faire, ça veut dire qu'on va devoir changer des choses. Donc, comment on arrive à aborder le changement des personnes? Et il y a une chose que je peux vous dire, alors qui est manifeste, étant donné qu'on travaille dans le business et dans le privé, on travaille avec des fonds d'investissement, des caisses de pension, même des fonds en milliards. Je peux vous dire que les gens qui sont aux commandes de ces fonds sont au moins aussi nuls sur les questions de durabilité que les privés. Et je peux vous garantir que des gens qui sont à la commande d'énormes fonds en Suisse ne sont absolument pas rationnels dans leurs décisions et prennent des décisions qui sont très souvent absolument contraires à l'intérêt de leur société. Donc aussi parce qu'ils ont ce genre de blocage. Je vais très vite, mais je vous montre juste 3 rapports que je trouve super intéressants. Celui-ci qui a été fait par l'État de Vaud sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire la transition. En fait, il n'y a aucune alternative à diviser par 2 notre consommation de mobilité individuelle, plus ou moins arrêter l'avion, gérer différemment nos déchets, modifier nos offres. Pratiquement toutes les villes devraient être en transport public ou pédestre. C'est un changement qui est colossal par rapport à ce qu'on croit qu'est la transition, à ce qu'elle est dans la réalité. Je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse. J'accélère aussi un petit peu. Une étude sur les comportements en fonction des revenus, et je vous montre juste un slide parce que pour moi c'est intéressant. Si vous gagnez de l'argent, cet argent vous le dépensez. En gros, ici, c'est nos impacts environnementaux par rapport à nos revenus. Et on voit que les gens qui ont beaucoup de revenus ont tous des impacts environnementaux qui sont élevés. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'allais vers n'importe lequel d'entre vous, ou laquelle d'entre vous, je vous donne 1 million, vous augmentez vos émissions de CO2. Tous, toutes. Personne n'a la capacité, on voit que c'est extrêmement peu de gens qui sont capables de dire j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de pouvoir d'achat, et vraiment je vais adopter des dépenses qui me permettent de respecter les objectifs climatiques. Donc se pose la question, pas de est-ce que je vais dépenser ou pas mon argent, mais de comment on peut amener ces gens à dépenser l'argent autrement. Donc en gros, si je peux consommer, je consomme tout ce que je peux. Troisième chose que je veux vraiment poser en introduction à vous donner quelques-uns de nos outils. Vous voyez ici le taux de pénétration des voitures électriques dans différents pays européens. Qu'est-ce qui explique que la Norvège aujourd'hui vend 99% de voitures électriques neuves, alors qu'en Italie on a 5%? Vous n'avez absolument aucune explication technique, de réseau, d'énergie, de pouvoir d'achat. Absolument rien ne peut l'expliquer, c'est culturel. Et pourquoi est-ce que la Suisse, on est lamentable par rapport au Danemark? Danemark, où il y a énormément de locataires. Voilà. En fait, il y a des questions de perception. Tous les enjeux qui ont été mentionnés par Jonas sont à l'œuvre, qui expliquent ces différences, mais certainement pas les questions techniques ou économiques, alors que très souvent, spécifiquement dans les milieux de l'énergie, on a tendance à dire il faut que nos solutions soient rentables et techniquement efficaces, et si ces 2 critères sont atteints, de toute façon, la solution elle va passer sur le marché. En fait, ça, c'est pas vrai. Ce qui m'amène au premier outil. On essaye de cataloguer de notre entreprise sur la base de 3 catégories les différents enjeux. Je veux vous parler de fake news, mais en gros, appelons-le les enjeux. Si je vous montre Minergie, est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres dans une maison Minergie? Alors ça vous fait marrer. N'empêche, une grande partie de nos clients considèrent qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans une maison Minergie. Par contre, c'est une fake news qui n'est pas fortement ancrée. Tout le monde la connaît, mais si je prends mon client par la main et je l'amène, je lui montre une maison Minergie et je dis je peux ouvrir les fenêtres, j'ai amené de la connaissance, j'ai amené de l'information, je peux la dépasser, cette fake news. Donc celle-là, on peut l'attaquer, pour autant qu'il y ait un niveau d'agressivité de nos clients en face qui ne soit pas trop élevé. S'ils sont absolument sûrs que Minergie c'est nul, ils étaient dans un bureau Minergie, ils ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres, la ventilation était pourrie, quand ils ouvraient une porte, ils se faisaient engueuler par la conciergerie, ils auront assimilé ça à Minergie c'est mort, il ne faut même pas aborder ce sujet. Mais c'est un sujet qu'on peut dépasser. Les fake news ancrées, on peut parler de la voiture électrique, on peut parler des éoliennes. Si les gens sont absolument persuadés que les voitures électriques, ça va brûler, puis que s'ils ont leur enfant dans la voiture, leur enfant va mourir, c'est très difficile à dépasser. Et avec de l'information, dire non, mais en fait, les voitures essence brûlent 40 fois plus au kilomètre que les voitures électriques, ce qui est une réalité, etc., vous ne pouvez rien faire. Donc la meilleure chose à faire,
c'est d'oublier ces sujets, passer à autre chose en tant qu'entreprise. Je ne dis pas en tant que collectivité, mais en tant qu'entreprise qui doit proposer un service, oubliez la voiture électrique si on ne vous la demande pas. Et un autre exemple, les caisses de pension. Qui sait parmi vous où est la caisse de pension de groupe E? CPE, Lucerne. Vous avez une vague idée? Qui sait où va l'argent de votre caisse de pension? Voilà. Vous pourriez choisir une caisse de pension comme Nest, Profond. En tant qu'employé, vous pouvez l'imposer à la direction, c'est votre argent. Donc faites voilà, changez, écrivez une lettre à votre direction et requalifiez votre caisse de pension. C'est fait en 3 minutes et après l'argent va au bon endroit. Ça, simplement une absence d'information. Comme disait Jonas, ici, si vous donnez une info, je viens de vous donner une info, réfléchissez-y, vous pouvez très facilement aller vers une caisse de pension qui va investir dans le domaine de l'énergie, dans les infrastructures, dans l'environnement, dans la renaturation, etc. Il y a en tout cas 3 très bonnes caisses qui ont d'excellents rendements, voire des meilleurs rendements là-dessus. Et ça, c'est une information, en passant une info très vite. Donc, chaque fois qu'on va avoir un sujet, il faut essayer, en premier abord, pour mes équipes, de les coller à ces 3 catégories. Regardez ces sujets, sobriété, écologie, énergie éolienne, biodiversité, décroissance, vélo. Vous vous rendez compte, pratiquement tous les outils de travail qu'on a dans nos métiers, de l'énergie, sont totalement pollués politiquement. Tous ces mots, vous devez les retirer de votre site internet, de vos brochures et de la bouche de tous les collaborateurs et collaboratrices. Vous ne pouvez pas utiliser ces mots, ils sont salis politiquement. Une fois en tant qu'entreprise, c'est très difficile. Parce que si j'arrive chez quelqu'un qui est hyper content d'avoir sa nouvelle Tesla, sa nouvelle tondeuse à gazon automatique avec radar AI, et puis encore qui vient d'acheter ses panneaux solaires, et que je viens lui expliquer qu'il faut faire de la sobriété et de la biodiversité, cette personne n'est pas prête. Ça ne sert absolument à rien de discuter de ça. Donc, il faut absolument choisir les mots qu'on utilise en fonction du public qu'on a. Alors là, on sort un peu de la psychologie, puis c'est évidemment du marketing. Nous, on fait ce petit classement-là où on se dit la chose suivante. Il faut essayer aussi vite que possible de cataloguer qui on a affaire en face de nous. Sur les grandes thématiques sur lesquelles on peut apporter de la transition ou du conseil, se poser la question quelle est la façon dont va être reçu ce que je vais amener. C'est hyper dur et ça demande beaucoup d'expérience d'essayer un peu de scanner la personne qu'on a en face. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en ayant mis en place ces outils-là, quand les gens nous contactent, environ 95% des gens qui nous contactent signent avec nous. Une fois qu'ils ont signé avec nous en avant-projet, environ 80% des gens réalisent. Donc on a un taux de conversion qui est absolument excellent parce que jamais on va vendre une solution, on va vraiment essayer d'utiliser ces outils pour dire quel est ton besoin et moi je suis là pour te conseiller sur ton besoin. Si quelqu'un de nouveau, vous arrivez dans une maison en immeuble et c'est le gazon de golf, ça ne sert à rien de venir en disant je peux vous faire une proposition de biodiversité pour votre jardin. Elle va être retoquée, vous perdez votre temps et si vous n'arrivez pas à créer le lien de confiance que cette personne se dit ce type-là ou cette personne est venue me voir et elle peut m'améliorer ma vie, elle peut améliorer mon quotidien, et elle peut me faire gagner de l'argent, et elle peut me permettre de vivre mieux, à ce moment-là, vous allez créer un lien de confiance. Et ce lien de confiance prend du temps à être construit, pour autant qu'on doit se mettre dans la psychologie de la personne qui est en face. Ce que je dis à mes équipes qui diront tout le temps « mais c'est pas possible, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça dans ce projet », monstre frustration, parce qu'en général, on vient qu'une fois sur un projet, on fait les travaux, puis ça se trouve, ce site, après, il est verrouillé pour 30 ou 40 ans. Donc tout ce qui n'a pas été fait à ce moment-là ne sera pas rouvert 5 ans après. Pourtant, parce que si on fait peu, mais qu'on le fait bien, on a créé le lien de confiance, on a permis à la personne de se faire plaisir, de faire un petit pas et de fêter le petit pas, même si ce n'est pas optimisé techniquement, même si ce n'est pas optimisé financièrement, cette personne va garder un super souvenir de cette relation de travail, va avoir justement toutes les récompenses qui ont été mentionnées par Jonas, et 5 ans après, de façon inefficace financièrement et techniquement, va revenir et va nous demander de faire plus. Et ça marche vraiment extrêmement bien. Donc, si sur une seule de ces thématiques, vous arrivez à faire plus 1, si on dit qu'il faut faire un compteur de 0 à 10 sur l'état de mes connaissances et de ma prédisposition à avancer sur une thématique, si vous arrivez à accompagner en tant qu'entreprise votre client à plus 1 sur une seule de ces thématiques, vous avez gagné. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire plus 2, plus 3, plus 4. Vous perdez le client, vous perdez la relation de confiance, vous êtes catalogué, vous faites de la réactance. Je vous montre cet exemple, comment on utilise ces outils et d'autres sur ce site. Ça, c'était un site qui appartient à une coopérative qui avait que des voitures essence, qui n'avait pas de parc à vélo, qui avait que des voitures essence, pas de parc à vélo, qui était chauffé au gaz intégralement. On est arrivé à transformer intégralement le quartier, avoir des parcs à vélo, avoir 100 bornes préinstallées pour des voitures électriques, avoir 20 toits solaires, des pompes à chaleur partout, de l'isolation avec des matériaux naturels, un peu de renaturation, des arbres fruitiers, un jardin potager. Quand on a commencé la relation de travail, les personnes en face de nous disaient « les pompes à chaleur, ça ne fonctionne pas ».
Donc imaginez que j'arrive et je vous dis, moi je vais vous mettre des batteries, on va faire un réseau local, on va faire de l'autoconsommation, et puis c'est bon pour vous, je vous ai tout calculé économiquement, ça fonctionne, voilà la preuve, no chance. On se serait fait sortir immédiatement. Ce qu'on a fait, c'est exactement le contraire, c'est de dire, mais vous savez quoi, on va faire tout petit, tout petit. On a pris un immeuble, le plus petit, puis on dit surtout donnez-nous un petit mandat. On va juste vous montrer ce qu'on est capable de faire. En prenant uniquement l'énergie, en enlevant toutes les autres thématiques, en se concentrant uniquement sur le bâtiment, et on a dit on va vous isoler une toiture, mettre une installation solaire et puis une pompe à chaleur. Et on va faire ça à tel prix, et puis on va le faire ça sur telle durée. On a fait exactement ce qu'on a dit et on a créé le lien de confiance. Ce qu'ils ont pu voir, c'est que non seulement la pompe à chaleur fonctionnait, que les locataires étaient contents, que les travaux ont été bien gérés, et là, le niveau de confiance était beaucoup plus haut. Et on a pu dire, on va faire ça maintenant à tous les autres bâtiments. Mais on ne parlait pas encore de réseau, on parlait à peine de RCP, on ne parlait pas encore de mobilité électrique. On a dit à ce moment-là, on met juste une borne pour voiture électrique pour voir si ça mord. On dit, mais jamais. Nous, on fait des loyers modérés, personne ne va acheter une voiture électrique. On en a mis une, du coup, il y a toutes les Tesla de l'Est lyonnais qui sont venus charger là, parce qu'à côté, il n'y a pas une seule borne. Donc, ils ont fait un super business avec les voitures électriques du quartier, mais pas chez eux. Mais ce qui fait que les quartiers voitures électriques sont rentrés, les gens commencent à discuter, puis dire « Ah, vous chargez électrique, ça marche comment? Ah, combien ça coûte ?» Et hop, les premières voitures électriques sont apparues, etc. Et aujourd'hui, on a changé le contrat de bail en disant « Si vous voulez une voiture électrique, vous n'êtes absolument pas obligé, mais sachez que si vous voulez, c'est votre choix, c'est pas, nous, on s'en fiche. Vous avez les conditions Antel qui sont garanties pour vous. » Et c'est comme ça qu'on a pu réisoler tout le bâtiment. Voilà, ça c'était le premier qu'on a réalisé. Des toitures solaires, des protections contre les canicules. Ça, on n'en parle même pas aux clients, mais on le fait d'office. Il y a plein de choses, souvent on ne dit pas à nos clients, on prépare les tableaux électriques d'une certaine façon pour des évolutions futures, etc. Des systèmes de ventilation sous toiture pour les canicules, en utilisant des matériaux lourds. Mais vu que les gens ne sont pas prêts à entendre ça, on ne le dit pas et on le fait. Puis on présente les offres, on dit c'est ça qu'il faut faire, ils nous font confiance. On dit aussi, idéalement, il faut avoir 3 projets pour pouvoir faire un bon projet. Donc c'est assez rigolo parce qu'on arrive, on fait un premier petit projet qui est un peu nul, on fait un deuxième projet qui est bon, puis on fait un troisième projet où vu que la relation de confiance est construite, ils nous disent bon, ok, maintenant faites ce qu'il y a à faire. Et là, on peut venir avec la biodiversité, les parcs à vélo, et ainsi de suite. Ils n'y croient pas du tout, mais du moment où la relation avec le client est faite, ils savent que nous, on travaille pour leur intérêt, donc on fait ce qui est juste pour eux, la confiance est là et on peut le faire. Voilà les bornes pour voitures électriques. Une des choses qui est intéressante dans ce quartier, c'est qu'on a mis des batteries dans tous les bâtiments, des onduleurs, et on a relié tout le quartier entre eux, ce qui fait qu'on n'a plus qu'un point d'injection pour le quartier, et tous les bâtiments s'échangent l'énergie. Donc on a une rénovation, je crois que c'est un des seuls quartiers qui a pu être fait comme ça. C'était une partie non rentable, mais ils ont trouvé tellement cool la première partie. Les locataires ensuite étaient tellement motivés qu'on a pu aller vers des solutions non rentables. En disant non mais ça il faut faire absolument, ça va dans la bonne direction. Et après c'était chauffé à blanc, donc on a pu après, à la fin, réaliser même tout ce qui était non rentable. Aux plus grandes dames des Signions. Le dernier truc, je vous le mets vite là, on devait justement faire un tableau électrique qui distribue l'électricité vers tous les bâtiments, donc tout par delà, on a une introduction là-bas derrière, et on s'est dit, du moment où on fait un bloc moche, on va le transformer en quelque chose de plus joli, on en fait un parc à vélo, et on sait les résistances psychologiques au vélo, c'est j'ai peur de me faire voler mon vélo, j'aime pas aller chercher mon vélo dans la nuit, j'aime pas avoir la selle mouillée, etc. Et de toute façon, personne roule en vélo dans ce quartier. Je dis, mais s'il vous plaît, laissez-nous là, on est au 3e, on a la fin, on fait un parc. Bon, ok, faites votre parc à vélo. On a fait ce parc à vélo ici. Et puis, aujourd'hui, si vous allez voir, vous avez des vélos cargo partout ici, flambant neufs, qui ont été achetés par les familles parce que l'infrastructure était là. Et pour moi, ça, c'est une des meilleures réussites, c'est qu'on allait complètement contre l'idée des propriétaires, enfin des coopérants élus en comité. Et pourtant, on arrivait à faire la totale sur ce quartier. Ça, c'est les onduleurs, Studer, je passe assez vite. Pour moi, ce qui était magnifique, c'est qu'on a pu faire la fête du quartier à la fin, et le conseil d'État qui est venu, c'était super sympa. Et pour rigoler, on a fait une monstre fête dans ce quartier. Tout le monde était content, sauf lui, comme vous voyez. Et on a fait, allez, on coupe le quartier, et puis on a déconnecté les Signons pendant toute la soirée. On a fait une grosse fête entièrement sur batterie. Tout fonctionne très bien avec ces systèmes qui sont installés. Ce que je voudrais dire en résumé, je pense qu'il faut voir un peu ça comme ça. La psychologie environnementale ne va pas résoudre tous les problèmes. Par contre, ce qui est absolument sûr, c'est qu'il y a une inadéquation entre ce qui est bon pour nous individuellement à faire dans la transition, ce qui est bon pour nous collectivement à faire dans la transition et ce qu'on fait dans la pratique. Donc ça, on peut le joindre avec ces outils. Parce qu'une fois que c'est fait, vous êtes content parce que vous avez un gain. Puis on résistait à prendre ce gain, mais on peut aller le chercher. Par contre, il y a des choses qui sont plus compliquées puis qui vont nécessiter plus d'itérations. Moi, je vois ça un peu comme ça. Ça, c'est nos émissions de CO2 si on avance dans la transition. Et puis qu'on a des gains égoïstes, on a plein de façons de se faire plaisir avec la transition. On peut vraiment améliorer l'efficacité, le confort, le plaisir en ville. Et avec ça, pour moi, on peut clairement améliorer la qualité. Cela dit,
Une fois que toutes les mesures techniques faciles à mettre en place sont faites, rentrent les mesures plus difficiles. Ne plus prendre l'avion, manger moins de viande, renoncer à la voiture, etc. Là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus difficiles à aborder, où il faut ou des outils de psychologie environnementale qui sont plus puissants, ou des effets de groupe, ou une transition de la société, et on va suivre dans le groupe. Mais là, pour moi, on arrive dans les mesures qui sont beaucoup plus difficiles. Et puis, il y a une question qui est très subjective ici. Certains diront, mais si on peut enfin dégager toutes ces voitures en ville, je vais augmenter ma qualité de vie. Et certains diront, si on va dégager les voitures en ville, je vais vraiment baisser ma qualité de vie. Et c'est là qu'on a des facteurs culturels qui deviennent limitants ou différents. Mais ce qui se trouve qu'on est là, on est encore très haut dans les émissions de CO2 et on a beaucoup de gains égoïstes faciles à attraper avec les outils que je viens de vous donner et d'autres. Donc concentrons-nous en tant qu'entreprise sur ces premiers gains qui sont vraiment faciles à obtenir. Jamais être moralisateur, jamais aller trop fort vers les gens, attraper vraiment les choix faciles avec des solutions de marché. Ça, on peut vraiment le faire et il y a un gros gain à gagner. Et puis après, on verra quand il faudra aller plus loin où en sera la société. Je vous remercie beaucoup. Jonas. Merci beaucoup à vous deux. Du coup, il nous reste à peu près 10 minutes pour les questions. Alors, je vais faire passer le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. Oui. Alors. Voilà. Bonjour Marc et Jonas. Alors Marc Muller, moi j'ai trouvé très enthousiasmant votre discours. Vous savez que vous êtes dans un auditoire absolument convaincu. Oui. Peut-être la première question que je me posais, vous n'êtes pas un peu victime de votre succès parce qu'on sait très bien, quand on propose des solutions, disons, aussi convaincantes qu'il faut qu'on suive derrière avec le service proposé et puis la main-d'œuvre surtout, parce qu'on sait aussi que la main-d'œuvre, recruter des spécialistes dans le domaine de la transition, c'est pas tout facile. Voilà. Oui, alors ce qui est aussi difficile, c'est de sortir des techniciennes, d'avoir des gens qui ont un peu de cœur, qui peuvent comprendre la personne qui est en face et pas venir sauter avec des solutions brutes, parce qu'on est dans l'humain, s'il faut passer cette solution. Donc là, on est dans la vente, dans le marketing, mais au final, il y a vraiment un frein qui est énorme, c'est qu'on a besoin d'accompagnement. Objectivement, vous savez, réaliser des projets qui se reconcentrent de plus en plus vers les villes, on était vers l'expansion, puis maintenant on vient vers l'amélioration qualitative des villes, fait que l'environnement est ultra complexe, juridique, administratif, délai de permis, injonctions contradictoires des administrations, etc. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire des blocages, des réactances et massacrer la motivation des gens en cours de route. Donc ce rôle vraiment à porter la solution pour que ceux qui ont déjà une difficulté à faire le pas, ne voient pas toutes ces difficultés, ne se démotivent pas, etc. Fassent un peu d'effort, comme disait Jonas, il faut quand même être motivé et participer à ça. Mais les obstacles sont tellement hauts aujourd'hui qu'on risque d'arriver à se casser en chemin. Donc je pense que c'est vraiment à nous de vraiment arriver à accompagner ces clients pour que ça devienne plus facile et plus accessible. Cela dit, par rapport à notre succès, je pense que vous le voyez aussi, c'est vrai qu'on a joué à guichet fermé depuis 5 ans. Et aujourd'hui, nos carnets de commandes, on a encore un bon carnet de commandes, mais il va plutôt vers le client business et les clients privés, c'est vraiment en train de diminuer très fort. Avec les nouvelles règles bancaires, il y a moins d'argent, donc faire ces projets est de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, faire 500 000 francs de rénovation sur une maison, c'est plus difficile qu'il y a 2 ans en arrière. Donc oui, jusque-là, on est le même problème que vous. Il faut trouver de la main-d'œuvre, c'est très difficile. Et aujourd'hui, on a beaucoup de postulations depuis 6 mois, alors qu'on n'en a pas eu pendant 2 ans. Donc il y a une inversion quand même qui se fait dans le marché de l'architecture et de l'ingénierie. On retrouve de la main-d'œuvre disponible, ce qui est un mauvais signal, c'est pas bon. Ça veut dire que le marché ralentit à quelque part d'une façon ou d'une autre. Vous avez vu, pompe à chaleur, solaire, etc., ça freine. Cela dit, moi je vois un grand changement dans les entreprises où de plus en plus les fonds d'investissement, l'État aussi avec ses grands propriétaires immobiliers est quand même en train de changer un peu de doctrine. Et ça, il y a un travail colossal qui nous attend, à mon avis, plutôt vers le gros que vers les maisons individuelles. Merci. Bonjour Alexandre. Moi j'avais une question. Déjà je suis surpris, je suis en bien, mais j'aime beaucoup les thèmes que vous avez abordés. Puis c'est là où on se rend compte que nous on est vraiment plutôt dans la partie technique, ingénierie, et on a l'impression d'avoir toutes les solutions et puis tous les clés, on fait tous les calculs, c'est parfait, les gens ne peuvent être que convaincus. Puis avec vos discours, on se rend compte qu'en fait on devrait presque avoir des chercheurs en sciences sociales ou des psychologues, ou finalement pour pouvoir amener la bonne façon de présenter la solution, plus que d'avoir la meilleure solution technique. Et du coup, ça fait vraiment réfléchir, parce qu'on a l'impression que le côté technique, on doit dépenser 90% de notre énergie pour convaincre les gens, puis en fait, on se rend compte que si on a le mauvais message ou la mauvaise façon de le présenter par rapport aux clients, ça va aller droit à l'échec.
Et du coup, ouais, ça remet quand même en cause notre façon de travailler et puis peut-être finalement d'intégrer cette dimension psychologique dans ce travail. Et ça, ouais, je m'interroge un peu du coup sur comment on devrait plus intégrer ces éléments-là finalement vis-à-vis des clients. Peut-être aussi lié au fait actuellement qu'il y a tout ce contexte où on a aussi beaucoup de désinformation et beaucoup de choses négatives qui sont véhiculées pour peut-être limiter ces changements. Mais donc, est-ce que vous avez des prestations où vous allez accompagner des entreprises sur cette partie un peu psychologique et tout ça Je vais prendre votre carte. Moi, j'ai des enfants, j'ai plus le temps. Oui, il y a la question de c'est le rôle de qui. Est-ce que c'est le rôle des médias? Et puis vous, entreprise technique qui délivre un service, c'est d'être excellent dans la technique et le service. Et puis ce serait aux médias ou à la confédération, au canton, à la ville, de faire cette information-là et de vous permettre juste d'amener votre solution. Ou est-ce que c'est votre rôle? Et là, oui, il y a différentes possibilités de voir les choses. Moi, je pense que aujourd'hui, les médias sont assez peu efficaces là-dedans, et pourtant, c'est mon monde, je viens des médias, mais j'ai décidé aujourd'hui de sortir parfois des médias. Et puis aujourd'hui, je vous parle à vous et je ne parle pas à mes collègues de la RTS, par exemple. Donc oui, je pense que cette responsabilité, elle est en partie aujourd'hui sortie des médias, parce que, en tout cas pour un public, les médias ne sont pas audibles. La Confédération, je dirais pareil, elle pourrait financer, mais c'est un très mauvais média, la Confédération. Les communes, beaucoup mieux, mais il n'y a pas de ressources, il y a très peu de savoir-faire, il y a beaucoup de biais. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec des communes, mais j'ai pas beaucoup d'exemples vertueux. Alors oui, il y en a, je vais pas défoncer toutes les communes aujourd'hui, mais ouais, souvent ça manque un peu de ressources et de savoir-faire aussi là-dessus. Pourtant, c'est un bon média, c'est-à-dire en gros, on fait confiance en la commune. Et on écoute la commune. Et si la commune fait une séance ou un truc, potentiellement je pourrais y aller. Alors que la séance organisée par la Confédération, il y a quand même très peu de chances que j'y aille. Et puis vous là-dedans, oui, vous êtes aussi un média et vous pouvez devenir un média, vous créez du contenu, vous parlez à une cible. Et donc oui, ça peut aussi être votre... en gros, vous pouvez prendre cette responsabilité que vous n'aviez peut-être pas précédemment et dire, oui, en fait, on est aussi un média et donc on doit pouvoir s'équiper en ressources, en savoir-faire, etc. Et après, qui paye ça, etc. Là, c'est des questions qui restent ouvertes. Parce que, voilà. Mais oui, je pense que la réponse courte est oui. Je peux lancer peut-être deux idées. Il y a 2 produits qu'on essaie de lancer actuellement. Vous pouvez me piquer l'idée, comme ça se reprend plus vite. Jeudi, on signe une nouvelle entreprise qui a pour but de racheter les biens immobiliers de personnes moyenne taille. C'est trop petit pour les gros, puis c'est trop gros pour les petits, dans le but de les assainir et les remettre sur le marché. Ça c'est un modèle parce qu'on voyait bien qu'auprès de nos clients, ils n'arrivent pas, ils sont âgés, la transmission ne se fait pas bien, ils n'ont pas de porte de sortie. Donc là, on voit un problème psychologique, c'est que les émotions, ça ne joue pas, ils voient qu'il y a de plus en plus de contraintes, ils sont gentiment débordés et ils ont besoin aussi d'argent pour pouvoir donner quelque chose à leurs enfants. On s'est dit là, il nous faut un nouveau produit, il faut rentrer et puis voilà, on va faire une agence immobilière avec des fonds et on va faire ça parce qu'on enlève cette crainte de dire on va t'aider à transmettre ton bien, on va t'aider à le rénover, mais nous on prend les risques pour toi, on prend les émotions pour toi. Même chose, on est en train de travailler avec une coopérative suisse-allemande pour les PPE en fin de vie. Les propriétés par étage, je pense que vous avez tous un peu expérimenté ça, que c'est le diable en soi, c'est impossible de faire quoi que ce soit avec des PPE. Et les produits qui marchent bien, il y a eu Click and Charge de Roman d'énergie, de dire pour les bornes voitures électriques, on vous les pose tout gratuites, vous ne faites rien, personne n'a besoin de s'impliquer, puis quand vous utiliserez la borne, vous payez. Il me semble que vous avez aussi un système comme ça chez Groupé. On veut faire la même chose pour l'assainissement des bâtiments complets, de dire, mais en fait, vous êtes bloqués, il y a 5 personnes âgées, 2 jeunes qui n'ont pas de rond, cette PPE elle est en train de s'effondrer, vous n'arrivez plus à revendre vos biens parce que la PPE a 40 ans mais elle est quasiment foutue, puis du coup il y a des émotions dans tous les sens, du coup c'est la galère. Donc quelle est la porte de sortie émotionnelle qu'on essaie de vendre? C'est de dire on va vous transformer en coopérative si vous le désirez. On a fait tous les scénarios, mais en fait le scénario, il y a 4 millions à mettre dans votre bâtiment et vous n'y arriverez pas et ce ne sera pas possible. Donc on vous propose avec un fonds externe de venir racheter le bien en coopérative, vous recevez des parts de la coopérative, plus on vous rachète vos appartements. Donc en gros vous signez, puis demain vous avez 200 à 500 000 francs qui vous tombent dessus et dans 2 ans votre bâtiment il est neuf et il est reparti pour 40 ans et vous avez une part de copropriété. Ça voilà, c'est aussi un autre produit qu'on essaie de sortir parce qu'on voit bien qu'avec nos outils de conseil, on est embuté sur ces marchés-là, donc on essaie de nouveaux outils
Très facile à dire pour nous, on est facile, on est agile, on est petit, on n'a pas de processus juridique, on n'a pas d'actionnaire, on fait ce qu'on veut. Forcément, donc on a cette agilité-là, c'est plus difficile pour un grand groupe. Mais je pense qu'il faut élargir un peu la cible, de dire quelle est la barrière psychologique qu'on n'arrive pas à dépasser, pourquoi notre produit ne rentre pas. Puis c'est peut-être pas le produit, c'est peut-être la façon de le vendre, c'est peut-être l'outil, c'est peut-être la gouvernance, et essayer d'élargir un peu. Oui, j'ai une question pour Jonas. Concernant les ordres de grandeur, quand vous avez évoqué ce thème, moi ça m'a fait penser à un autre argument, le même argument en fait qui est tourné dans l'autre sens pour dire ouais mais en Suisse, de toute façon, ailleurs ils polluent beaucoup plus. Voilà, et au niveau politique, pour souvent bloquer les choses, contrer les choses. Puis je voulais savoir comment vous expliquez finalement, comment vous faites concilier ces deux visions qui finalement s'opposent et qui vont pour le même argument dans deux sens différents en fait. Ouais. Oui, c'est l'idée de l'efficacité de réponse. C'est-à-dire tout ce que je vais faire en Suisse, de toute façon, peanuts, parce que les Chinois, quoi, pour caricaturer. Et donc, parce que les Chinois sur le CO2 mondial, quoi. Voilà. Et le problème qu'on vous a présenté, c'est le CO2 mondial. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est un argumentaire autre que le CO2 mondial, où effectivement, ici, en Suisse, on n'aura pas une efficacité de réponse sur le CO2 mondial. Enfin, ça, c'est la vérité, quoi. Voilà. Il y aura l'efficacité de réponse, elle sera de façon peanuts, elle est systémique, mais on doit quand même l'engager parce que nous, on sait que 1 plus 1 plus 1000, ça fait 1002, puis on a besoin des 1002 à la fin, quoi. Voilà. Donc, en gros, une efficacité de réponse, par exemple, sur la résilience du pays ou sur l'autosuffisance du pays. Alors là, oui, vous avez une efficacité de réponse individuelle importante sur la résilience ou l'autosuffisance du pays. Mais ça demande de changer les argumentaires. Et donc, si on voit que, effectivement, ce qui est le plus important pour prédire un changement de comportement, c'est le sentiment d'efficacité, qu'on sait scientifiquement que dans le sentiment d'efficacité, il y a le sentiment d'efficacité de réponse, et qu'on sait qu'on n'arrivera pas à déployer un argumentaire où les gens se sentiront efficaces à l'échelle du CO2 mondial, eh ben ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'argument du CO2 mondial pour faire la transition. C'est un peu CQFD, quoi. Et donc, OK, mais c'est quel argument? Puis là, il y a full d'arguments. Marc parlait de la qualité de vie, on peut parler de l'argument économique, ou on peut alors parler simplement des sanctions de notre pays, on peut parler de la résilience de notre pays, de la transformation de notre économie, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu le CQFD de « Ah, on n'arrivera pas à faire la transition en parlant du CO2 mondial ». Surtout que le biais, il est déjà, tout le monde a donc si groupe E arrive en disant je vous offre une solution climatique, déjà, elle est déjà poubelle, parce que vous êtes venu avec le mauvais argument dès le départ. Aujourd'hui, il faut presque enlever le climat du site internet, de tous vos flyers, si vous voulez vraiment avancer dans la transition climatique. Ouais, en tout cas, le CO2 mondial, climat, ouais. Bon. Mais CO2 mondial, on n'arrivera pas à vous démontrer que vous êtes efficace individuellement. Ouais. Vous ne retrouvez pas le mot climat sur notre site internet. Merci beaucoup. On va conclure gentiment. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci surtout à nos deux intervenants. Et puis, s'il y en a qui veulent encore continuer un petit peu la discussion, si jamais ils restent dîner avec nous, donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.